Alors les amis, surtout, regardez ce reportage, ça compte vraiment pour nous. On espère que vous allez en faire la promotion et on vous souhaite plein de bonnes choses dans la vie. Vous savez que chez les Polonais, c'est plus qu'un groupe, c'est une famille. Et soyez tous les bienvenus sur nos sites et sur nos pages respectives. Alors, le marche folklorique, c'est d'abord une bande de copains qui se réunissent pour pouvoir finalement vénérer un saint ou une procession ou finalement simplement le fait de se retrouver. Alors ça a commencé à mon avis aux alentours de 1830, après la Révolution belge, parce que dans nos villages avoisinants, on a certainement eu une bande d'amis qui se sont retrouvés et qui se sont dit tiens, est-ce qu'on n'escorterait pas le saint de notre paroisse en uniforme. Et comme Waterloo était 15 ans plus tôt, certainement que certains ont dit, ben voilà, on va se retrouver avec l'uniforme de papa, de tonton, le mien, et ainsi de suite. Et on s'est mis autour de la sainte ou des reliques, et on a démarré comme ça. Et l'histoire de nos marches ont débuté certainement comme ça. C'est principalement en Wallonie et dans le bassin de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Les différences, c'est qu'on a des marches de Premier Empire, de Second Empire, et puis on a des marches un peu tout va, comme la Madeleine à Jumet ou Toin, où on a là des uniformes de toutes les périodes de l'histoire de la Belgique. Mais principalement, on a des marches de Premier Empire, de Second Empire, ou des deux périodes. Ça varie un peu selon les régions et les us et coutumes. Nous donnons cours de tambour en ayant deux parties. Donc nous avons les premiers où ils sont tout à fait débutants, donc ils veulent apprendre le tambour, où ils ont papa, maman, Fla 1, 2, Ra en apprentissage. Pourquoi faire deux groupes? C'est que le deuxième groupe est beaucoup plus avancé, c'est qu'ils sont déjà dans les airs, ils ont déjà acquis toutes les hollandaises, les vieilles, le réveil, pas de route, pas ordinaire, au drapeau, rigodon. Donc pourquoi scinder ces deux groupes? C'est pour ne pas que ceux qui commencent veuillent brûler des étapes et suivre les autres. C'est chacun son rythme, même s'il y en a qui leur faut 2 ans, d'autres 3 ans, d'autres 1 an et demi. C'est vraiment chacun son rythme. On n'est pas là pour les brusquer. Évidemment, on leur demande à chaque cours, c'est d'avoir un but, c'est d'atterrir à ce but-là. C'est pour eux, c'est pas pour nous. Nous, on le fait bénévolement. On transmet notre passion. C'est pas qu'on décide à se faire payer. C'est un plaisir de transmettre la passion. Et puis, comme on dit, c'est notre relève aussi. D'abord de mettre la cadence. Ensuite d'entraîner tout le monde vers, comment vais-je dire, une ambiance, un côté militaire, mais aussi finalement festif. Mon rôle actuel est de vérifier les uniformes pour voir si tout est correct, s'il ne manque pas un bouton, s'il n'y a pas un trou, s'il n'est pas abîmé. Donc ici, comme cette veste, il n'y avait pas les boutons, on fait cela, on met les boutons et ainsi la veste sera nickel pour la sortie. Alors nous avons fabriqué les chapeaux. Nous avons la chapska des officiers en bleu avec le galon argenté, la chapska rouge pour les soldats et alors le bicorne. Nous commençons par un morceau de carton que nous découpons, nous assemblons, nous découpons le tissu pour pouvoir le coller dessus. Je découpe le galon, le col, alors la fourrure même chose. Alors à l'intérieur, on a mis un képi pour pouvoir le tenir sur la tête. Le petit plumet. Et alors les bicornes, on part d'un carton aussi, qu'on plie, on met un chapeau boule à l'intérieur, on le coupe pour qu'il tienne, le galon qui est installé avec le bouton. Ça prend plus ou moins une quarantaine d'heures pour une dizaine de chapeaux. Donc c'est un passe-temps. Moi qui ne suis pas couturière, j'ai appris à faire des chapeaux et à coudre. Donc voilà, ici je vais vous montrer. J'ai déjà commencé à mettre plusieurs boutons. Donc il y en a encore ici. De l'autre côté. Et alors derrière, je dois encore en mettre 3 ici. Et les 3 là sont mises. Et quand ce sera fait, la veste, elle sera nickel pour sortir. Alors, on a démarré, comme je vous ai dit, en 1830, 1840 à peu près, avec des uniformes qui dataient de l'époque napoléonienne. Et puis, on a eu des louageurs qui ont récupéré des stocks de l'armée belge, de la gendarmerie, etc., et qui les ont adaptés un peu à leur sauce. Et donc, cette différence a fait que
On a eu pendant très longtemps des uniformes de ce qu'on a appelé Second Empire, mais qui étaient plutôt des uniformes belges qui étaient un peu bidouillés. Le seul vrai uniforme qu'on a eu en Second Empire, c'était le Zouave pendant très très longtemps. Et à partir des années 60-70, on a eu des illustrateurs comme la famille Funken qui a écrit plusieurs ouvrages sur l'uniformologie. Et à partir de là, l'Empire a été remis au goût du jour et certaines marches ont vraiment axé leur manière de faire sur le Premier Empire. Et là, on a eu des représentations plus ou moins fidèles et maintenant, on tend par contre pour aller vraiment vers une recherche uniformologique plus importante. C'est ouvert à tout le monde, c'est sans sexisme, sans, comment vais-je dire moi, sans nationalité, sans culture particulière, tout le monde est le bienvenu. Alors financer, évidemment, c'est du bénévolat pour la plupart du temps, où on a des soupers, des ventes de bigs, de pins, peu importe, tous les moyens sont bons. La goutte, évidemment, qui a une grande place dans nos marches, et elles sont organisées souvent sous le même schéma, c'est-à-dire une batterie centrale et les groupes qui se mettent les uns après les autres, ou comme à Châtelet notamment, où vous avez plusieurs compagnies qui ont chacune leur batterie ou leur musique différemment. On a ce qu'on appelle le cassage du verre, qui est vraiment important. Ça ouvre la saison de la marche en question. Et nous avons par la suite des pré-sorties et puis la marche principale. C'est un peu différent d'une marche à l'autre, évidemment, et des régions. Quand on a des échevins ou un bourgmestre, par exemple, qui participe à la marche, évidemment, il est beaucoup plus impliqué que quelqu'un qui, finalement, débarque et ne connaît pas ce milieu-là. Évidemment, c'est important pour l'ORECA dans un premier temps. C'est aussi important pour les localistes qui ont des groupes chez eux et donc qui peuvent se permettre à ce moment-là de participer et de financer aussi. Et malheureusement, et ça c'est un peu tout le problème à l'heure actuelle, c'est que les centres-villes dépérissent et donc il y a moins de commerçants locaux, donc ça finance beaucoup moins les livrets publicitaires ou les verres ou éventuellement les collations qu'ils pourraient offrir. Pour beaucoup de marches de nos régions ou de groupes, on est encore finalement avec une tradition qui est assez lourde et on ne se remet pas forcément en question comment réorganiser nos marches pour le public extérieur et pour nos marcheurs. Ça coûte extrêmement cher, il faut être clair. Et à partir de là, les premières solutions, c'est d'avoir notre propre matériel pour ne plus devoir aller louer un maximum, donc ça coûte beaucoup moins cher. Et à partir de là, il faut aussi créer des espaces, je pense en tout cas, pour les accompagnants, les gens qui viennent nous voir, etc., où ça doit être le plus accueillant possible, plutôt que finalement on se retrouve là sur une place un peu morte, où il n'y a pas de bistrot, où il n'y a pas de festivités locales, etc. Je crois qu'il faut vraiment lier nos festivités à un comité des fêtes qui organise à côté de ça un tas d'activités qui permettent à ce moment-là de rendre ce moment magique et festif. Notre folklore est unique. Vous avez en France, finalement, c'est leur histoire et c'est chez nous qu'elle est le mieux représentée en termes de folklore. Ce qui se passe beaucoup, c'est que maintenant on a de la reconstitution, mais là on fait plutôt du mimétisme historique, et nous on est entre les deux, c'est-à-dire qu'on a et de l'histoire parce qu'on a l'uniformologie, mais on est d'abord une bande de copains qui se réunissent pour pouvoir faire la fête. La clé du succès, c'est les gens qui ne marchent pas. Les marcheurs, on est convaincus, on est un peu comme les Africains finalement, quand on entend le tambour une première fois, ou les Gilles, c'est exactement la même chose, on sera marcheur. C'est quelque chose qu'on a dans le sang, qu'on a dans la peau. Par contre, le commun des mortels qui n'a jamais vu ça, s'il arrive dans un bled et qu'il est mal reçu, ou qu'il est mal, comment vais-je dire moi, guidé, et qu'il voit une bande de pochards qui sont complètement, comment je veux dire, anéantis par l'alcool, etc., il ne va pas rester. Si maintenant on l'accueille, on l'encadre, et que ça nous permet vraiment de créer une ambiance, il faut qu'on le fasse. Et il faut pour ça des infrastructures, il faut aussi des gens qui comprennent ça. En réalité, le groupe a été créé en 2016. Nous étions 3 à la base. On a fait 2 sorties et puis il s'est resté en lettres mortes pendant presque 5 ans, 6 ans même. Et ici, il y a 1 an, un concours de circonstances a fait qu'on a réanimé ça.
Et depuis un an, on fonctionne et je pense qu'on fonctionne pas trop mal. Nous avons un planning bouclé pour toute l'année. Il faut savoir que nous sortons aussi à l'étranger, sortons en France notamment. Nous participons à quelques matchs en Belgique, notamment Rosely évidemment, Fleurus, Rolly, et nous participons à Crépin, donc c'est à côté de Valenciennes, aux festivités du 13 juillet, et à Hirson le 14 juillet. On essaie en tout cas de développer et de construire un folklore constructif et intéressant.